Dernière heure. Ce n'est pas un titre, c'est une question de survie. Un officier américain s'est retrouvé piégé derrière les lignes ennemies pendant 36 heures et la mission qui a tout risqué pour le ramener chez lui est une histoire qui mérite d'être racontée en entier. Ce n'est pas un titre, ni une déclaration politique, mais l'histoire réelle d'un être humain bien réel qui s'est retrouvé seul, blessé, dans les montagnes d'Iran à 7000 pieds au-dessus du niveau de la mer, avec des centaines de soldats ennemis qui se rapprochaient d'heure en heure, avec une prime de 60 000 $ sur sa tête, avec des hommes de tribus armées qui fouillaient les vallées en contrebas. Il n'avait qu'un pistolet, une balise de repérage, un dispositif de communication, et il a pris une décision qui allait lui sauver la vie. Il n'a pas couru vers les terrains plus bas, là où les soldats iraniens affluaient. Il est monté vers les hauteurs, dans la chaîne du Zagros, dans le sud-ouest de l'Iran. Il a grimpé jusqu'à trouver une crevasse dans la paroi rocheuse, sur la ligne de crête. Il s'y est glissé, il est resté immobile et il a attendu. Pendant 36 heures, il est resté caché dans cette crevasse pendant que le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, des membres des tribus Bakhtiari armés de fusils de chasse qui connaissent ces montagnes mieux que n'importe quel soldat, et tout l'appareil de renseignement de l'État iranien le cherchait. Et le dimanche matin, à un moment que Trump a résumé en 3 mots sur Truth Social, « We got him ». La mission de sauvetage des opérations spéciales la plus complexe menée par l'armée américaine depuis des décennies l'a sorti de cette montagne et l'a ramené chez lui. 3 mots sur Truth Social, parce que dans l'univers de Trump, chaque guerre finit tôt ou tard réduite à un slogan avec un meilleur éclairage. C'est l'histoire complète parce qu'elle mérite d'être racontée entièrement. Chaque fait présenté ici provient de CNN, Axios, The Washington Post, Time Magazine, The Jerusalem Post, SOFREP et de la chronologie en direct vérifiée de Wikipédia sur l'opération de sauvetage du Fkinzi en Iran en 2026. Chaque détail a été confirmé par au moins 2 sources indépendantes. Ce n'est pas de la spéculation, c'est ce qui s'est réellement passé. Comment il s'est retrouvé là? Pour comprendre le sauvetage, il faut comprendre l'appareil abattu. Le vendredi 3 avril, un Fkinzi Strike Eagle américain du 494th Fighter Squadron, basé à la RAF Lakenis au Royaume-Uni, est déployé en Jordanie dans le cadre du 494th Expeditionary Fighter Squadron, effectuer une mission de combat au-dessus du sud-ouest de l'Iran, près de l'île de Keshem, dans le détroit d'Ormuz. Le Fkinzi Strike Eagle est l'un des avions de chasse multirôle les plus performants jamais construits. Il peut voler à des vitesses supérieures à Mach 2,5. Il transporte 2 membres d'équipage, un pilote à l'avant et un officier système d'armes à l'arrière, souvent appelé le backseater ou WSO. Ensemble, ils utilisent le radar de l'appareil, le ciblage des armes, la navigation et les systèmes de guerre électronique de l'avion. L'appareil a été abattu par un missile tiré à l'épaule. Selon plusieurs sources, il s'agissait d'un échec majeur du renseignement et d'un choc opérationnel parce que Trump avait dit à tout le pays, à peine 2 jours plus tôt, le mercredi soir, dans son allocution nationale de grande écoute, que l'Iran n'avait plus aucun équipement antiaérien, que son radar avait été anéanti à 100% et que les forces américaines étaient inarrêtables. C'est la méthode Trump bien connue, déclarer la victoire totale à la télévision d'abord, puis laisser la réalité déposer sa plainte ensuite. 36 heures après ce discours, un avion américain est tombé du ciel iranien. Les 2 membres d'équipage se sont éjectés. Le pilote est tombé dans une zone où les forces américaines ont pu le rejoindre en quelques heures. Il a été extrait le jour même. Le WSO, un colonel de l'US Air Force, est tombé ailleurs. Il a atterri dans un terrain montagneux et accidenté de la chaîne du Zagros, près de la ville de Lali, dans le sud-ouest d'Iran. Il a été blessé lors de l'éjection. Il pouvait encore marcher et il s'était immédiatement retrouvé séparé du pilote de quelques kilomètres. Quand le corps des gardiens de la révolution islamique a lancé ses forces, voici quelle était la situation sur le terrain. Des centaines de soldats iraniens affluaient dans la zone, une prime publique de 60 000 $ était diffusée à la télévision d'État, des membres de tribus iraniennes armés de fusils formaient des groupes de recherche, et des drones de surveillance américains tournaient au-dessus du secteur en essayant de retrouver l'officier avant eux. Ce que le corps des gardiens de la révolution islamique n'a pas trouvé, c'est le colonel lui-même, parce qu'il avait déjà pris une décision à laquelle il ne s'attendait pas. 36 heures seul dans les montagnes du Zagros, chaque pilote et chaque officier système d'armes de l'armée américaine reçoit une formation SER, survie, évitement, résistance et évasion. Cette formation explique quoi faire lorsqu'on est abattu en territoire ennemi, comment trouver de l'eau, comment éviter d'être repéré, comment utiliser le terrain comme protection, comment communiquer tout en réduisant au minimum le signal qui pourrait révéler votre position. Ce colonel a utilisé chaque élément de cette formation.
il n'a pas utilisé sa balise d'urgence de façon continue. Il a limité le signal en ne l'activant que par brève impulsion pour que les systèmes de repérage iraniens ne puissent pas obtenir une localisation fiable. Il comprenait que toute transmission prolongée était autant une balise pour l'ennemi qu'une balise pour ses sauveteurs. Il est monté plus haut dans la chaîne du Zagros, loin des vallées où les soldats iraniens fouillaient, loin des villages où des habitants des tribus, connaissant le terrain local, se déployaient avec des fusils de chasse. Il a grimpé jusqu'à une ligne de crête située à 7000 pieds au-dessus du niveau de la mer, soit plus de 2 km d'altitude. À cette altitude, l'air se raréfie. Blessé par l'éjection, armé seulement d'un pistolet, il a franchi un terrain que la plupart des gens ne tenteraient même pas en temps de paix avec un bon équipement. Et c'est là qu'il a trouvé la crevasse, une fissure dans la paroi rocheuse sur la ligne de crête, assez grande pour s'y glisser, assez profonde pour s'y cacher, invisible d'en haut, d'en bas. Et sur les images satellites, il s'y est glissé et il a attendu. À un certain moment, il a activé sa radio et envoyé un bref message. Le message tenait en 3 mots « God is good ». Un responsable de la défense a confirmé ces mots à Axios. Trump a ensuite dit à Axios, fidèle à lui-même, que le message était « Power be to God », puis il a ajouté dans un moment qui en dit long sur le rapport de ce président au fait, que ce que l'officier avait dit à la radio ressemblait à quelque chose qu'un musulman dirait. Le message est parvenu au commandant militaire américain. C'était la preuve qu'il était en vie. La course pour le retrouver et l'extraire avant que l'Iran ne le fasse est alors devenue l'opération de renseignement la plus urgente de toute la guerre de 38 jours. Même là, Trump a quand même trouvé le moyen d'improviser une traduction, parce qu'apparemment aucun événement n'est trop grave pour échapper à la gravité de son numéro d'improvisation. La campagne de tromperie de la Central Intelligence Agency, c'est l'élément de cette histoire qui n'a été correctement expliqué nulle part. Pendant que l'armée américaine tentait de retrouver le colonel, la Central Intelligence Agency a lancé une opération parallèle. Non pas une opération de sauvetage, mais une opération de désinformation. Des agents de la Central Intelligence Agency ont diffusé une campagne à l'intérieur de l'Iran. Le message qu'ils ont injecté dans les réseaux de renseignement iraniens, dans les conversations, dans l'environnement informationnel intérieur de l'Iran, était le suivant. Les 2 membres d'équipage d'Ufkins abattus avaient déjà été retrouvés. Les forces américaines les avaient déjà. Ils étaient en cours d'acheminement vers une extraction. À cet instant même, un haut responsable de l'administration Trump a expliqué à Axios la raison de cette tromperie. Avant de localiser l'officier système d'armes, il y avait une inquiétude. L'aviateur pouvait en réalité être en captivité iranienne et envoyer de faux signaux pour tendre un piège. La Central Intelligence Agency devait savoir si le signal était réel et si l'homme qui l'envoyait était libre. Donc, pendant que la Central Intelligence Agency menait une opération de désinformation pour semer la confusion chez le corps des gardiens de la révolution islamique, elle utilisait en même temps ce que des responsables ont décrit comme des capacités uniques et une technologie spéciale pour retrouver l'emplacement exact du colonel. The Jerusalem Post l'a décrit ainsi dans une citation attribuée à un haut responsable de l'administration Trump. This was the ultimate needle in a haystack, but in this case it was a brave American soul inside a mountain crevice, invisible but for the CIA's capabilities. La Central Intelligence Agency l'a retrouvé, elle a localisé avec précision sa position dans la crevasse à 7000 pieds, elle a confirmé qu'il s'agissait bien de lui, elle a transmis les coordonnées exactes au Pentagone, aux Joint Chiefs of Staff et à l'équipe qui préparait la mission d'extraction. Et à partir de là, la véritable opération pouvait commencer. À l'intérieur de l'opération d'extraction, ce qui s'est passé ensuite, et comme Trump l'a décrit avec justesse, pour une fois, l'une des missions les plus éprouvantes et les plus complexes jamais menées par l'armée américaine, c'est l'histoire d'une planification militaire extraordinaire, exécutée dans des conditions impossibles en territoire ennemi. Un cas rare où Trump a dit quelque chose de vrai, ce qui a probablement déclenché une rapide vérification des systèmes à Washington. Les forces américaines devaient faire atterrir des aéronefs en Iran, non pas dans une zone sûre, non pas dans un pays allié, non pas près d'une base américaine, mais en Iran, de nuit, dans les montagnes, sous la menace active d'unités militaires iraniennes et d'hommes de tribus armées, à moins de 15 000 de la ville de Sharaza, dans le sud de la province d'Ispahan, c'est-à-dire profondément à l'intérieur du territoire iranien, loin du littoral du Golfe. L'équipe de planification a repéré une piste agricole abandonnée, large de 200 pieds et longue de 3 900 pieds, dans un champ situé à 14 000 au nord de Sharaza. Cette piste est devenue le point avancé de ravitaillement et d'armement, ou FARP, la base temporaire à l'intérieur de l'Iran.
SOFREP, la publication militaire spécialisée dans les opérations spéciales, a expliqué ce que le JSOC prévoyait de déployer. La mission nécessitait plusieurs aéronefs de transport d'opérations spéciales MC, un 3-0J Combat Talon 2. Ce sont les appareils que le JSOC utilise pour insérer et extraire les forces spéciales. Ils peuvent voler bas et lentement, ils peuvent atterrir sur un terrain sommaire, ils transportent du matériel. Plus précisément, les MC, un 3-0J transportaient des hélicoptères, des MH-6 Little Bird d'opérations spéciales du 160th Special Operations Aviation Regiment, les Night Stalkers. C'est la même unité qui a été utilisée lors du raid contre Ben Laden en Somalie et dans pratiquement toutes les grandes missions d'opérations spéciales américaines de l'histoire moderne. Ils volent de nuit, ils volent en montagne, ils opèrent dans les environnements les plus hostiles de la planète. Le plan était précis et l'échéancier était serré. Les MC, un 3-0J, devaient atterrir sur la piste agricole. Pendant qu'ils seraient au sol, les hélicoptères Little Bird, stockés dans leur soute, seraient déchargés et assemblés. Ce processus, 15 minutes. L'équipe des opérations spéciales, qui comprenait du personnel de Delta Force et de SEAL Team 6, monterait ensuite à bord des Little Bird assemblés. Un vol de 7 minutes jusqu'à la ligne de crête où le colonel se cachait. Le charger à bord, revenir en 7 minutes jusqu'à la piste, démonter les hélicoptères, les recharger dans les MC, un 3-0J, quitter l'Iran, temps total au sol, en territoire hostile, moins d'1 heure. Et c'est là que la mission a rencontré sa première complication catastrophique. Quand les 2 MC, un 3-0J, ont atterri sur la piste agricole, ils se sont retrouvés immobilisés. Le sol était meuble, les avions se sont enfoncés, ils ne pouvaient plus redécoller. 2 des aéronefs de transport d'opérations spéciales les plus sophistiqués de l'inventaire militaire américain étaient immobilisés dans un champ, en Iran, pendant que des unités militaires iraniennes fouillaient les environs et que le colonel attendait toujours vivant dans sa crevasse de montagne. Les commandants américains se sont retrouvés devant une décision qui n'offrait aucune bonne option. Abandonner les appareils, faire venir d'autres avions. Détruire les MC, un 3-0J, immobilisés avant que les forces iraniennes puissent les capturer et les exploiter. Ils ont choisi les 3 options à la fois. Des C-130 supplémentaires ont été envoyés pour remplacer les appareils immobilisés et poursuivre la chaîne logistique. Et les 2 MC, un 3-0J hors d'usage, ont été délibérément détruits, incendiés, réduits à l'état d'épave directement sur cette piste agricole de la province d'Ispahan, au milieu de l'Iran. Les hélicoptères assemblés sur cette piste, les Little Bird du 160th SOAR, ont eux aussi été détruits. Au moins 4 ont brûlé, laissés sur place comme des épaves parce qu'il n'y avait aucun moyen de les sortir une fois que les appareils d'extraction avaient changé. L'Iran a ensuite retrouvé ces débris, les a photographiés et les a montrés à la télévision d'État en affirmant que son armée avait abattu des aéronefs américains. Le corps des gardiens de la révolution islamique a revendiqué une faveur divine. Il a déclaré victoire. Il photographiait en réalité un brasier allumé par les Américains eux-mêmes. Dans les guerres de propagande, tout le monde se précipite devant la caméra. Et le camp Trump n'a jamais vraiment traité le spectacle comme une arme secondaire. L'extraction. Pendant que la crise des aéronefs était gérée au sol, l'extraction elle-même du colonel se déroulait sur la montagne. Des opérateurs de Delta Force et des membres de Navy SEAL Team 6, les 2 unités d'opérations spéciales les plus élites de l'armée américaine, ont piloté les Little Bird jusqu'à la ligne de crête, vers la crevasse située à 7000 pieds. Au même moment, des aéronefs américains menaient des frappes dans la zone autour de la position du colonel, en larguant des bombes sur des convois iraniens et des unités du corps des gardiens de la révolution islamique qui approchaient. Ces frappes aériennes n'étaient pas aléatoires. Elles étaient précisément ciblées pour dégager le passage entre les forces iraniennes et l'emplacement exact de la crevasse où le colonel se cachait. Le colonel est sorti de la crevasse. Il était blessé. Il pouvait marcher. Il a été chargé dans l'hélicoptère. 7 minutes pour revenir à la piste. Les appareils de remplacement attendaient. L'équipe des opérations spéciales, le colonel et les commandos venus le récupérer sont montés à bord et ont quitté l'Iran. Un moment après être sorti de l'espace aérien iranien, après être arrivé au Koweït pour des soins médicaux, après qu'il a été confirmé que le colonel était sain et sauf et recevait des soins, Donald Trump s'est assis dans la Situation Room de la Maison-Blanche, où il avait suivi l'opération en direct, et a tapé 3 mots sur son téléphone « We got him ». Même dans la Situation Room, le réflexe de performance survit. Cet homme voit l'histoire en train de se faire et tend aussitôt la main vers un appareil pour publier. Le président du Joint Chiefs of Staff, le général Dan Kane, lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche le lendemain, a décrit
la conduite de l'officier système d'armes pendant ces 36 heures, avec des mots qui méritent d'être répétés ici. Il a dit que l'officier avait échappé aux Iraniens en utilisant tous les moyens à sa disposition. Il a dit que l'engagement absolu du colonel à survivre avait rendu possible une grande partie des efforts déployés pour le sauver. Il a qualifié la mission d'incroyablement brave et courageuse et de témoignage du courage, de la compétence et de la ténacité de la force interarmée. Le général Ken a désigné le backseater par son indicatif Dude 44B, he is a highly respected colonel, a écrit Trump. L'indicatif Dude 44B sera connu dans la communauté des opérations spéciales pour le reste de leur carrière, comme celui de l'homme qui a grimpé à 7000 pieds avec un seul pistolet et qui a tenu jusqu'à ce qu'ils viennent le chercher. Ce que cette histoire dit de cette guerre. Il faut maintenant prendre du recul par rapport au récit pur et regarder ce que cette opération révèle réellement de l'état de cette guerre. Parce que cette mission a été à la fois un succès extraordinaire et une fenêtre ouverte sur un échec extraordinaire. Le succès extraordinaire est évident. Un militaire américain était abattu en territoire ennemi, a survécu 36 heures seul dans des montagnes hostiles face à une vaste opération de recherche iranienne et a été récupéré vivant, sans aucune perte américaine. La Central Intelligence Agency a mené une campagne de tromperie réussie. Delta Force et SEAL Team 6 ont opéré à l'intérieur de l'Iran et en sont ressortis. Trump avait raison sur un point. Aucun militaire n'a été tué dans l'opération, mais l'échec extraordinaire est là, dans la même histoire, et il mérite d'être nommé. Si le colonel se trouvait dans cette crevasse de montagne, c'est parce qu'un F-15 a été abattu au-dessus de l'Iran. Un Addix Warthog a été abattu le même jour. 2 hélicoptères Black Hawk américains ont essuyé des tirs au sol de membres des tribus Bakhtiari lors de la première tentative de sauvetage et ont été endommagés. 2 MC, un 3-0J se sont retrouvés immobilisés et ont dû être détruits en Iran. Au moins 4 hélicoptères Little Bird ont brûlé au sol en Iran. Un nombre non divulgué de membres d'équipage d'hélicoptères ont été blessés lorsque des membres des tribus ont tiré sur eux avec des fusils. Et 4 officiers de l'armée iranienne ont été tués pendant l'opération, ce que l'Iran a décrit comme un acte de guerre sur son territoire. Trump a dit à la nation mercredi que l'Iran n'avait aucun équipement antiaérien. 2 avions ont été abattus vendredi. Sa propre affirmation a été démentie en moins de 48 heures. Voilà le prix d'un pouvoir gouverné par l'effet de tribune. Le briefing sonne invincible, puis le champ de bataille dépose une objection. 3 sources au fait du renseignement américain ont dit à CNN qu'environ la moitié des lanceurs de missiles iraniens étaient encore intacts. Des sources liées au déni ont dit à Reuters qu'environ les 2/3 de l'arsenal de missiles iranien demeuraient opérationnels. Ce ne sont pas des voix de l'opposition, ce sont des sources du renseignement américain qui contredisent le président des États-Unis. Le style Trump a toujours consisté à vendre la certitude d'abord, puis à faire l'inventaire des faits ensuite. Cette mission de sauvetage a eu lieu à cause d'un écart entre ce que Trump disait au public américain et ce qui se passait réellement dans le ciel iranien. Cet écart compte non pas parce qu'il s'agissait d'un échec militaire, le sauvetage lui-même a été un succès, mais parce que les familles de chaque militaire américain déployé dans cette guerre, chaque pilote qui vole au-dessus de l'Iran, chaque officier système d'armes assis à l'arrière d'un Strike Eagle, méritent un commandant en chef qui leur dit la vérité sur ce qu'ils affrontent. Et la vérité, c'est que les défenses aériennes iraniennes, après 38 jours de la campagne aérienne américaine la plus intense depuis 2003, abattent encore des avions américains. Et maintenant, que va-t-il se passer ? En date d'aujourd'hui, mardi 7 avril, la guerre entre dans sa phase la plus critique. Trump a fixé une nouvelle échéance, Tuesday, 8 p.m. Eastern Time, a-t-il écrit. Power Plant Day, Bridge Day. Dans la doctrine Trump, la guerre vient apparemment avec du branding, des slogans et une échéance qui ressemble à une promotion de casino. L'Iran a répondu, par la voix de son ministère des Affaires étrangères, que les négociations sont incompatibles avec les ultimatums et les menaces de commettre des crimes de guerre. La réponse iranienne à la proposition de cessez-le-feu de 45 jours transmise par des intermédiaires a été décrite par Trump comme importante, mais insuffisante. Exet a confirmé ce matin que les forces américaines menaient aujourd'hui plus de frappes contre l'Iran qu'au cours de n'importe quelle autre journée méase le début de la guerre. 6 enfants ont été tués dans des frappes américano-israéliennes contre une zone résidentielle du comté de Baharestan à Téhéran pendant la nuit. Ils avaient tous moins de 10 ans. 220 enfants ont été tués en Iran depuis le 28 février. 18 d'entre eux avaient moins de 5 ans. Et dans un hôpital militaire au Koweït,
un colonel de l'US Air Force, dont l'indicatif est DUD 44B, qui a grimpé une montagne de 7000 pieds avec un seul pistolet pendant que des centaines de soldats ennemis fouillaient les vallées en contrebas, se remet de ses blessures. Il a survécu à la montagne, il a survécu à l'Iran, il a été ramené par les unités militaires les plus élites dont son pays dispose, par des agents de la Central Intelligence Agency qui ont trompé le corps des gardiens de la révolution islamique, par des opérateurs qui ont pénétré de nuit dans un pays hostile et ont brûlé leurs propres appareils plutôt que de les laisser derrière eux. Peu importe ce que chacun pense de cette guerre, cette histoire lui appartient. La Central Intelligence Agency a diffusé de fausses informations à l'intérieur de l'Iran pour semer la confusion chez les soldats du corps des gardiens de la révolution islamique qui cherchaient le colonel. Les forces américaines ont brûlé leurs propres aéronefs sur le territoire iranien pour empêcher l'Iran de les capturer. Delta Force et SEAL Team 6 ont opéré profondément en Iran, ont largué des bombes sur des convois iraniens pour dégager la voie, puis ont exfiltré le colonel. L'Iran qualifie cela d'acte de guerre et compare l'opération à Opération Eagle Claw, la mission de sauvetage ratée de 1980 en Iran. Trump a dit à la nation mercredi que l'Iran n'avait aucun équipement antiaérien et que les forces américaines étaient inarrêtables. Vendredi, 2 avions américains ont été abattus et plusieurs aéronefs américains ont été détruits pendant la mission de sauvetage. Le renseignement américain dit que la moitié des lanceurs de missiles iraniens sont encore intacts. Le colonel secouru n'a survécu que grâce à sa propre formation et à ses propres décisions. Les troupes ont dû survivre à la vraie mission pendant qu'on vendait au public une version imaginaire de celle-ci. Ce sauvetage a mobilisé Delta Force, SEAL Team 6, le 160th Special Operations Aviation de Régiment, la Central Intelligence Agency, un soutien du renseignement israélien, des frappes aériennes américaines larguant des bombes en temps réel à l'intérieur de l'Iran, la destruction délibérée d'aéronefs américains et un colonel qui a survécu 36 heures seul dans une crevasse de montagne. Trump a dit qu'il s'agissait de l'une des missions les plus éprouvantes que l'armée américaine ait jamais menée. La guerre n'est pas terminée et les histoires qu'elle contient ne le sont pas non plus.